il faut savoir que les viandes, de manière générale, c'est pas systématique, c'est pas toutes les viandes, mais enfin, toutes les viandes ne sont pas systématiquement au-dessus de tous les végétaux en termes d'impact sur l'environnement, et notamment ce qui coûte énormément à la planète quand on mange de la viande, hein, la filière notamment porcine et bovine, ce sont les deux principales, les volailles beaucoup moins, mais les filières porcine et bovine, c'est que ça use énormément d'eau. Énormément d'eau à la fois pour les animaux en tant que tels, mais aussi pour tout le processus de, de lavage, de conditionnement d'eau, des animaux, pardon, toute en fait, la nourriture que les animaux vont absorber durant leur vie, elle va avoir coûté de l'eau, entre guillemets, hein, puisque évidemment, hum, quand on va donner je sais pas, du fourrage au bétail, et bien évidemment, ce fourrage, il aura aussi un impact et un coût en eau. Et ce coût est multiplié par le nombre de repas que font, et le nombre la quantité de végétaux que vont ingurgiter les bovins notamment, et donc ça va, si vous voulez, ça va démultiplier l'impact de la filière carnée, disons, en termes de coûts écologiques. Et donc, est-ce qu'il faut complètement, c'est ça la question, et c'est un petit peu une question caricaturale, mais est-ce qu'il faut complètement arrêter de manger de la viande, ou en tout cas se limiter le plus possible, ou se limiter aux viandes qui coûtent, qui ont un impact moins fort sur l'écologie. Hein, je l'ai dit, par exemple les volailles ont un impact écologique. En tout cas, si on prend que le critère de l'eau, parce qu'évidemment il n'y a pas que le critère de l'eau, mais le critère de l'eau est un des plus importants. Est un des plus importants parce que euh, l'eau, on pourrait croire que l'eau est quasi illimitée sur la planète, mais en réalité, l'eau douce est, euh, est une des ressources qui est euh, la plus difficile à gérer. Donc, si on regarde le coût écologique en termes d'eau gaspillée, d'eau utilisée pour les volailles, c'est moindre que pour le café, à apport énergétique équivalent, évidemment. On va pas comparer une poule avec un grain de café, mais évidemment, à apport énergétique pour l'homme équivalent, le café est beaucoup plus consommateur d'eau. Et même en termes de poids, parce qu'évidemment le café c'est très peu énergétique, mais même en termes de poids brut, 100 grammes de café a un impact plus important sur l'environnement en termes d'eau que un poulet, que 100 grammes de poulet, pardon. Et si en plus on rajoute à ça le fait que évidemment le café se produit, enfin en tout cas d'un point de vue français, de la France métropolitaine, le café se produit dans des zones très éloignées géographiquement, alors que des viandes comme des volailles, bon évidemment je pense au poulet de Bresse, mais on en produit un petit peu partout en France et en Europe, donc le coût de transport, enfin le coût écologique dû au transport va se rajouter au coût écologique en termes d'eau, et donc ça veut dire que le, le café est quelque chose de très courant, hein, évidemment, en France, mais qui va être écologiquement très coûteux. Je dis beaucoup le mot coût et coûteux, je suis désolé, mais c'est vraiment pour bien souligner cette idée que on a, euh, on a un patrimoine qui est notre nature, notre environnement, notre, euh, notre planète finalement. Mais au-delà de la planète, c'est notre capacité à vivre dans des bonnes conditions, avec un climat qui soit adapté, avec une pollution qui soit pas trop grande, en tout cas suffisamment faible pour que l'air soit respirable, pour que la vie soit agréable. Euh, et, euh, et ce patrimoine, bah, évidemment, quand on le perd partiellement, hein, ça nous coûte. Donc c'est vraiment le mot coût, à mon avis, qui est adapté. Donc je suis désolé de le répéter, mais je le répéterai peut-être encore un petit peu. Bon, cette parenthèse, je vais la refermer et je vais revenir à mon sujet, c'est-à-dire que il faut pas, entre guillemets, mettre toutes les viandes dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faut
au-delà, encore une fois, je vais pas rentrer maintenant dans l'aspect moral. J'ai très envie de rentrer dans l'aspect moral de la consommation de viande, mais là, je vais parler vraiment que en termes d'écologie. En termes d'écologie, il faut pas mettre toutes les viandes dans le même panier, et il faut évidemment savoir que de manière globale, manger de la viande, ça, c'est écologiquement beaucoup plus néfaste que manger des légumes ou des fruits, ça c'est clair, de manière globale, mais après, si on regarde viande par viande, produit par produit, évidemment, on s'aperçoit qu'il y a des écarts très importants, notamment en termes de coût en eau. Ça peut aller de 1 à 3 entre le poulet et le bœuf, ça peut aller de 1 à 3 facilement. Donc voilà, manger de la viande, c'est pas quelque chose de répréhensible dans la mesure où ça dépend aussi de la quantité. Évidemment, ça dépend aussi de la quantité. On a tendance en Occident à manger beaucoup de viande parce que à boire beaucoup de lait aussi. Parce qu'il y a eu dans les années 60-70 notamment des campagnes de publicité qui nous incitaient à boire du lait, à manger de la viande, alors que c'était quelque chose qui était euh, assez peu fréquent en réalité, hein, quand on revient quelques décennies en arrière. Voilà, bon, évidemment, au sortir de la guerre, évidemment, c'était compliqué parce que on sortait du système enfin, on est sorti progressivement du système de ticket de rationnement avec quand même pas une famine, mais en tout cas une limitation dans les produits alimentaires qui était quand même assez importante. Mais il y avait quand même cette culture, et encore plus avant la guerre, mais il y avait cette culture de dire que on mangeait de la viande 1 ou 2 fois par semaine, pas plus, en tout cas pas tous les jours, et encore moins à tous les repas, quoi. Et alors qu'aujourd'hui, c'est quand même assez courant de manger de la viande, euh, ou des produits carnés de manière générale, même si c'est ne serait-ce que quelques lardons dans une quiche, euh, ou une tranche de jambon blanc, même si on a l'impression qu'on mange moins de viande. Voilà, dans un feuilleté au jambon par exemple, on a l'impression de pas manger de viande alors que c'est quand même un plat à base de viande. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande à tous les repas d'une manière ou d'une autre, ou qui se font des omelettes. Et je suis le premier, hein, je ne les blâme pas, c'est clair, mais simplement on perd conscience on perd même la conscience de manger de la viande ou des produits carnés tous les jours. Moi j'ai eu ce constat-là où en fait je disais à mes proches, mais en fait on mange de la viande à tous les repas, on mange de la viande à tous les repas. Ils me disaient non, 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 et en fait je leur disais, si, là on a mangé une omelette au jambon, là on a mangé la fois d'après, on a dans la salade verte du soir, parce que c'est souvent le soir où on a l'impression de manger moins, donc on mange moins de produits carnés, mais quand même dans la salade il y avait un peu de blanc de poulet, etc. Bon, évidemment, je parle pas du petit déjeuner le matin, euh, on n'est pas des Anglais ni des Allemands, donc on est assez peu consommateurs de saucisses ou de bacon le matin, mais en tout cas, le midi et le soir, c'est quand même assez fréquent. Faudrait que j'ai des chiffres, je pourrais aller chercher en même temps, des chiffres sur la fréquence de moyenne de consommation de viande chez les Français. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui mangent de la viande quasiment 14 fois par semaine. Je pense, très honnêtement. Et cette culture, on l'a acquise, cette culture de manger beaucoup de viande, de boire du lait le matin, de donner du lait aux enfants le matin. Je parle évidemment des enfants après l'allaitement, hein, parce que évidemment l'allaitement c'est quelque chose de tout à fait sain et je parle pas de ça, mais de donner du lait, de boire du lait, du cacao, etc. le matin, ça fait partie des cultures qu'on a acquises dans les décennies précédentes et qui sont aujourd'hui évidentes pour beaucoup de monde, mais qui en réalité, si on y réfléchit, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain, hein, notamment la viande. Il y a quand même des études qui tendent à montrer, alors faut prendre avec prudence, mais qui tendent à montrer que le risque de cancer est accru par la charcuterie et la viande rouge de manière générale, souvent par un excès en réalité, hein. Les études montrent plutôt que c'est l'excès qui provoque ça, parce que en réalité, manger une fois
enfin, de ce que j'ai lu en tout cas, hein. Après peut-être que la science évolue, la science se corrige, on pourra y revenir aussi là-dessus, mais en tout cas de ce que j'ai lu assez récemment, c'est que c'est surtout l'excès de viande rouge qui est néfaste pour la santé. C'est-à-dire que si on en mange 1 ou 2 fois par semaine, ça n'a pas d'incidence, ou très peu. Mais c'est l'excès, et comme dans beaucoup de cas d'ailleurs, dans beaucoup de cas, c'est l'excès c'est la dose qui fait le poisson, comme dirait Paracelse, donc c'est l'excès qui est néfaste. Après se pose la question de la moralité. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet de l'agriculture, mais comme on parlait de l'aspect écologique, moi j'aime beaucoup étudier le sujet du véganisme. C'est quelque chose que je prends pas du tout. Je suis pas végane moi-même, ni végétarien, mais c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier, à, à comprendre les arguments des véganes et des antispécistes. Et déjà, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait réduire la consommation de viande, que c'était une nécessité à la fois d'un point de vue écologique et d'un point de vue sanitaire, donc de manière très pragmatique. Après, on peut parler de la morale, évidemment, on peut parler de la morale, mais même d'un point de vue de la santé et de l'écologie, pour moi, il est clair que la diminution de la consommation de viande est une nécessité en Occident aujourd'hui. En moyenne, hein, évidemment. Alors, il y a des gens qui consomment déjà très peu, voire pas du tout de viande. Donc, évidemment, ceux-là, ils sont déjà dans la bonne voie. Mais je dirais en moyenne, en Occident, manger moins de viande serait quelque chose de tout à fait sain et de tout à fait appréciable au regard des problématiques écologiques qui se posent actuellement. Après, il y a une question morale, une question que j'ai du mal à comprendre vis-à-vis des véganes. C'est cette distinction qu'on fait entre des êtres qui peuvent ressentir la douleur et des êtres qui ne peuvent pas la ressentir. Pour moi, cette distinction, si vous voulez, d'un point de vue immédiat, d'un point de vue, je dirais, évidemment, en tant qu'homme, on sait ce que c'est que la douleur, sauf dans les cas extrêmement rares de personnes qui n'en sentent pas la douleur, mais on sait ce que c'est que la douleur et on a envie de l'éviter. Mais justement, prendre ce critère pour distinguer des êtres vivants qui vont avoir le droit de vivre et le droit d'être respectés, et les autres, notamment en particulier les végétaux, les mycètes, certaines espèces animales qui n'ont pas le système central nerveux, hein. Par exemple, je sais qu'il y a eu des débats au sein de la communauté végane pour savoir si on avait le droit de manger des huîtres ou pas. Il y a énormément de véganes, je pense même que c'est une majorité, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a une majorité de véganes qui estiment qu'ils peuvent manger des huîtres. Parce que justement, l'absence de système central nerveux fait qu'ils ne ressentent pas la douleur et que du coup, le critère que les véganes utilisent ne s'applique pas aux huîtres et que par conséquent, ils peuvent en manger. Voilà, après, je connais pas les chiffres exacts et je pense même pas qu'ils soient trouvables, ces chiffres, mais il y a une bonne partie de la communauté végane qui mange des huîtres. Tout ça pour dire que ce critère c'est ça que je ne comprends pas, c'est que ce critère de souffrance, qui est un critère qui est valable, hein, un critère enfin, pour moi, ça me paraît, assez sain, en tout cas assez intéressant de prendre ce critère, assez logique et assez pertinent, voilà, d'un point de vue moral, ça me paraît assez pertinent de prendre le critère de la souffrance. Mais sauf que c'est pas pertinent d'un point de vue humain. C'est parce qu'on est humain, parce qu'on fait l'expérience c'est parce qu'on a notre humanité, notre système central nerveux qui nous fait prendre conscience que la souffrance c'est mal. Mais la souffrance c'est mal, c'est pas une évidence hors de notre expérience d'humain. Et de ce fait, pour moi, si on prend un critère pour distinguer des espèces vivantes qui auraient le droit au respect et à la vie, et d'autres espèces qui n'y auraient pas le droit, donc je le répète, hein, les animaux, enfin certains types, les végétaux, pardon, les mycètes et certains types d'animaux, si on prend le critère de la souffrance, ça veut dire qu'on prend un critère qui est basé sur notre expérience d'humain. Et s'il est basé sur notre expérience d'humain, ça veut nécessairement dire
que c'est un critère finalement spéciste. C'est un critère, et c'est ça la contradiction, pas au sein du véganisme, mais c'est qu'il y a beaucoup de véganes, je crois même que c'est une majorité, qui s'appuient sur l'antispécisme, alors que pour moi, l'antispécisme, ce serait de dire qu'il n'y a pas de critères dans tout le monde du vivant, il n'y a pas de critères qui soient impartial, puisque tous les critères qu'on pourra prendre, ce sera surtout des critères qui vont faire résonance, et en particulier le critère de la souffrance, ça va faire résonance avec notre propre expérience, donc ça va être un critère finalement spéciste, ou en tout cas égoïste, anthropocentré si on veut, mais pour moi anthropocentré c'est spéciste, donc c'est un critère spéciste, et donc pour moi, les antispécistes sont forcément pas véganes. C'est la conclusion que j'en ai tirée de ma réflexion, c'est que ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de véganes, mais les antispécistes, et à la limite je le suis, hein, enfin moi justement c'est ça, c'est que je me considère antispéciste dans le sens où je considère que toutes les espèces vivantes ont droit à un respect égal, et que comme ont droit à un respect égal, et comme y a pas de, on ne pourra pas trouver de critères objectifs qui ne nous renvoient pas à notre condition d'être humain, donc d'animaux, donc de critères, finalement on ne pourra pas trouver de critères non spécistes qui puissent distinguer certains types de vivants d'autres, et en particulier pas la question de la souffrance. Pour moi la question de la souffrance, moi je suis totalement d'accord que il faille pas faire souffrir les animaux. Mais on peut tuer des animaux sans les faire souffrir. On peut tuer des animaux. Alors évidemment c'est beaucoup plus facile à dire dans la théorie que dans la pratique. Je suis d'accord avec ça. Mais dans la théorie, moi je me place d'un point de vue purement théorique, on peut, si on tue des animaux sans les faire souffrir, je vois pas pourquoi la valeur de la vie d'un animal, sous prétexte qu'il a la capacité sensorielle de souffrir, serait supérieure au droit à la vie d'un végétal, ou d'un mycète, ou de ce qu'on veut. Et en réalité, pour moi, il n'y a pas de distinction. Voilà, et comme je l'ai dit, je vais me répéter, mais pour moi, en tout cas, je sais pas si je suis très clair, je bafouille un petit peu, mais pour moi, le critère de la souffrance est nécessairement un critère spéciste parce qu'il est anthropocentré, puisque basé sur notre expérience. Et peut-être aussi que le but de la morale, peut-être que la morale est par définition anthropocentrée, et peut-être aussi, là on va partir un petit peu loin, mais peut-être que on ne peut pas trouver de morale qui ne soit pas anthropocentrée, tout simplement parce que on ne peut vivre que des expériences, par définition des expériences d'humains. On ne peut pas vivre d'autres expériences. Donc peut-être aussi que, effectivement, toute morale est nécessairement anthropocentrée, et peut-être que, de ce fait, toute morale est nécessairement spéciste. Pour moi, il y a aussi un raccourci de langage que j'arrive pas à comprendre. Enfin, comment dirais-je, pour moi, il y a un raccourci de langage que certains, on va dire certains promoteurs du véganisme ou de l'antispécisme font, c'est d'avoir une distinction nette entre les animaux et les végétaux. Mais justement, tous les animaux n'ont pas la capacité sensorielle de souffrir. Et je l'ai dit à propos des huîtres, ça peut être à propos des éponges, ça peut être à propos finalement parce que le monde du vivant est aussi quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas fixiste. Le monde du vivant est quelque chose où les concepts d'espèces ont tendance à disparaître parce qu'on s'aperçoit que si vous voulez, l'arbre du vivant, si on veut employer une image un petit peu imagée, est en fait un modèle qui doit être où il n'y a pas des espèces qui forment des branches, mais où en fait c'est un modèle plutôt continu, plutôt linéaire, et où en réalité, par exemple, des espèces qu'on croirait très
très en fait très très différentes, enfin assez différentes. En réalité, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des espèces, puisque par exemple le lion et le tigre peuvent évidemment avoir enfin peuvent se reproduire, donc c'est ce qui va s'appeler des hybrides. Et certains de ces hybrides, notamment la ligresse, va pouvoir s'accoupler de nouveau avec le lion, on va pas être stérile. Et donc, on peut se demander si finalement, est-ce que le lion et le tigre, est-ce que ce sont deux espèces différentes? Est-ce que ce sont deux types de populations qui sont pas tout à fait des espèces mais pas loin? Et en fait, on s'aperçoit que le monde du vivant est en réalité un phénomène beaucoup plus continu que discret. Discret, ça veut dire des valeurs discrètes, ça veut dire des valeurs euh, qui sont discontinues. En science, par exemple, l'ensemble des entiers, 1, 2, 3, 4, 5, c'est discret. Par contre, l'ensemble des nombres réels, c'est continu. Bon, ça c'est une petite parenthèse de vocabulaire scientifique. Mais il y a cette, cette volonté chez les antispécistes, enfin, cette volonté, je dirais pas que c'est une volonté, mais je dirais que c'est au moins un abus de langage, et peut-être, mais ça je peux pas sonder les cœurs et les reins, mais peut-être disons, une méprise sur la distinction très, très, très claire entre les animaux et les végétaux. Euh, et que, en plus de ça, les classifications sont amenées à évoluer, que si on prend en compte le critère de la souffrance, il est très clair que, donc du coup, c'est pas la distinction animale-végétale qui doit être en jeu, qui doit être prise en compte, puisque c'est pas là que se situe la, la distinction, puisque certains animaux ne peuvent pas souffrir au sens humain du terme, et après, est-ce que peut-être est-ce qu'on découvrira pas dans 10 ans ou dans 50 ans que certaines espèces je sais pas, de végétaux, de mycètes ou d'animaux peuvent souffrir d'une manière très différente de la nôtre? Ça paraît peu probable, mais après tout, c'est pas impossible, et cette question morale, cette question anthropocentrée, moi, m'interroge beaucoup, en fait, sur cette incapacité, je dirais, c'est assez marrant parce que, en fait, on voit bien que on a beaucoup plus de facilité à s'identifier à des animaux qu'à des végétaux. Et au sein des animaux, on a beaucoup plus de facilité à s'identifier à des animaux qui nous ressemblent qu'à des animaux qui sont très différents de nous. Et en fait, on voit bien que finalement, une photo d'un agriculteur qui laboure son champ, ça nous choque absolument pas, alors que une photo d'un abattoir où on voit un cochon pendu par les pieds et qui va pas bien, bah ça peut nous émouvoir. Mais est-ce que ça est-ce que c'est de la morale, est-ce que c'est de l'éthique, est-ce que c'est, alors faudrait définir la différence entre morale et éthique en fonction des penseurs et en fonction des époques, en fonction des dictionnaires, ça peut évoluer beaucoup. Moi, j'en ai une très personnelle et qui fait pas forcément consensus, mais la, est-ce que ça a à voir avec une réflexion sur la morale, ou est-ce que ça a à voir avec finalement ce qu'on ressent? Parce que il y a ça aussi, il y a ce phénomène de comment est-ce qu'on a été converti au véganisme. Moi, ça m'intéresse énormément. Et comment est-ce qu'on a été converti par une argumentation raisonnée, ou est-ce qu'on a été converti par deux ou trois, enfin deux ou trois, je veux pas paraître méprisant, mais par des vidéos diffusées par L214. Est-ce que c'est le fruit d'un sentiment, ou est-ce que c'est le fruit d'une réflexion? Et à la limite, c'est pas grave, hein. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change pas la face du monde. Simplement, moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, et je pense que dans le domaine de la politique au sens très large, c'est-à-dire la vie de la cité, je pense
qu'il vaut mieux se rattraper, enfin se fier à nos réflexions, à nos arguments, à nos, à nos, oui, à notre réflexion, à notre intellect, hein, à notre capacité à avoir des arguments qui soient logiques, plutôt juste à des sentiments, effectivement, à des faits euh, qui nous paraissent peut-être horribles, peut-être difficiles à endurer, mais que du coup, à cause de nos sentiments, on a peut-être un petit peu du mal à analyser. On a un petit peu du mal à analyser, on a peut-être un petit peu du mal à conceptualiser autour de ça,